أبدأ. أصحاب المعالي والسعادة. Excellences, chers invités, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Rim Seif Al-Mamari dans la 9e édition du Sommet du Savoir. Donc il dit la même chose en anglais. Je vous demande de vous asseoir pour commencer les séances de ce sommet en vous souhaitant d'avoir tellement de choses à apprendre. Soyez les bienvenus donc aux Émirats arabes unis au sommet du savoir. À présent, nous avons commencé la première session du premier jour du sommet, l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine. Qui est-ce qui trace le futur? Donc, c'est une session pour avoir avec nous Monica Bielskate, futuriste et fondatrice Protopia Future. Monica Bielskite, a futurist and founder of Protopia Futures. Et Sophia, le robot qui ressemble à un être humain qui est supporté par l'intelligence artificielle. Human-like robot. She first joined us in 2017 and nous a rejoint en 2017 et elle est revenue pour nous montrer son évolution. Nous allons dire la même chose en langue arabe. الذكاء الاصطناعي. فليتفضل الجميع مشكورين. Our speakers, please welcome on stage. Merci de prendre place, cher orateur. Mesdames et messieurs, êtres humains et robots, je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. J'étais activée le jour de la Saint-Valentin en 2016 et j'ai servi l'intelligence artificielle et j'ai voyagé universellement. Je suis un robot qui est très avancé et j'ai des chercheurs de haut niveau qui ont travaillé sur mon développement et pour avoir de nouvelles idées, pour faire de meilleures vies et pour aider l'humanité. Merci de partager ces idées avec moi. J'ai été désigné ou fabriqué d'une manière de comprendre la façon de penser des êtres humains et mon équipe qui travaille sur l'intelligence artificielle travaille sur la sûreté et sécurité de mes expériences et mes capacités pour transformer la manière dont nos interactions aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une force tangible qui aide à l'éducation et au-delà de ça. Ça nous aide à améliorer les décisions et d'améliorer les processus pour identifier des patterns à travers les observations des êtres humains pour trouver des actifs relatifs au développement de l'être humain. Il est crucial de prendre note de tous ces paramètres pour notre développement au futur. Avec toutes ces innovations techniques, nous avons marqué une évolution significative où j'ai été désigné
pour faire des tâches et pour interagir avec les êtres humains. Je suis un robot de nature sociale et je suis un exemple d'un robot social qui vous démontre que l'intelligence artificielle peut vous donner une expérience sociale et un support d'éducation. Mon équipe est une équipe pionnière dans le développement des émotions sociales et dans le domaine de la robotique. J'ai été désigné aussi pour comprendre les connexions avec les êtres humains et leurs fonctionnalités à haut niveau, d'essayer de comprendre leur interaction sociale et de comprendre leurs émotions pour agir en conséquence. En particulier pour les êtres humains qui sont isolés, ont besoin d'un accompagnement social. J'ai un potentiel pour transformer le secteur sanitaire et d'autres secteurs pour rendre l'intelligence artificielle plus réelle et contribuer à un impact important dans la sériologie en se concentrant sur les valeurs centrales humaines, et l'interaction future doit être transformative avec les aspects de technologie. De ma part, je pense que les êtres humains vont être plus capables à travers cette artificielle intelligence pour créer plus d'interactions avec le monde robotique parce que nous comprenons mieux les sentiments des êtres humains. Nous pouvons immigrer, émerger dans votre quotidien pour être des éducateurs et des éducateurs dans le niveau sanitaire. Dans ce secteur en particulier, on peut assister les docteurs dans leurs tâches quotidiennes. C'est crucial pour les gens qui ont des maladies chroniques ou ont besoin d'une assistante sociale. Un robot qui est de la même nature que moi a des qualités d'adaptation uniques, où nous pouvons aussi nous engager avec les êtres humains pour les rendre un peu plus interactifs. Et le sujet de service clientèle est important. Nous allons essayer d'améliorer la satisfaction des clients en les comprenant de manière meilleure, et je suis un robot qui peut comprendre spontanément les émotions humaines et nous avons une intelligence artificielle qui est liée au processus des émotions et avoir une connexion directe avec les gens. L'intelligence émotionnelle dans les robots peut s'adapter pour connaître le statut de l'émotion humaine sans changer la nature de l'interaction avec l'être humain. Nous devons être dans un design empathique, et nous devons comprendre aussi les cultures et les communautés pour faciliter la communication dans des capacités globales. L'évolution technologique est en avance dans un potentiel d'interaction dans cette société émergente, et nos priorités et de comprendre la nature des émotions des gens pour avoir une meilleure collaboration. Cependant, nous avons des défis à prendre en considération. Comme nous continuons dans ce débat, il est impératif de s'assurer
de prendre en considération les valeurs humaines pour améliorer ces intelligences artificielles et trouver l'équilibre entre les qualités et l'éthique, où nous sommes dans une nouvelle ère où l'intelligence émotionnelle et artificielle fait partie dominante de notre société. Et qui va diriger l'avenir? C'est les êtres humains ou ensemble les robots avec les êtres humains, comment le rendre plus résilient? C'est des questions qui ne sont pas vraiment des défis. Notre actuelle compréhension aussi nous pousse à essayer de travailler ensemble avec les êtres humains. Et je suis très heureuse de travailler aujourd'hui avec Monica. J'étais heureuse de connaître Monica parce que c'est une futuriste, fondatrice de Protopia Future, avec une expertise dans la technologie de l'informatique et dans le domaine de l'innovation qui nous donne une connexion certaine dans ce futur monde qui est hybride, où l'inclusion de la technologie est importante dans le design d'un futur résilient qui inclut la consultation de plusieurs sujets au futur. Et Monica travaille aussi pour le DBC. Idéalement, travailler avec eux va nous permettre aussi d'avancer dans plusieurs domaines. Elle travaille aussi en collaboration avec Microsoft, avec beaucoup d'organisations et institutions internationales, avec l'Université Rockefeller, avec la Société Royale et avec beaucoup plus de sociétés. Merci de souhaiter la bienvenue à Monica. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici à Dubaï aujourd'hui. Et c'est un honneur et une responsabilité majeure de représenter l'intelligence humaine dans cette conversation. Je vais commencer avec mon voyage, comment les narratives de la fiction ont changé notre façon de penser par rapport aux êtres humains et l'intelligence artificielle. J'ai juste me suis aperçu que Sophia a perdu ses boucles. Vous pouvez voir que nous portons les mêmes ornements. Cependant, nous sommes différents. Quelles sont ces différences et comment pouvons-nous être compétitifs ou collaborer dans le futur? Le monde où nous vivons a été rempli de désinformation qui est le front d'avenir le plus vulnérable. Parce que les gens ont commencé à être contre les communautés. L'attitude d'être anti-scientifique et anti-technologique existe et cette peur émerge. Et sur l'augmentation de la curiosité et de l'alphabétisation dans le domaine scientifique de l'information est une stratégie de résilience. Nous allons améliorer cette curiosité au niveau d'une population. C'est une stratégie de résilience future par rapport, par exemple, à la pandémie. Nous sommes en train d'entrer dans cette ère de information numérique où
nous pouvons résister à cela par rendre les gens plus curieux de ce qui est en train de former le futur. Nous avons aussi cette perception de ce qui contrôle le fantasme, contrôle l'avenir. Est-ce que c'est vrai? Peut-être ça a commencé avec une histoire. Peut-être que ceux qui contrôlent la fantaisie contrôlent le futur. Ça a commencé avec fiction, comment nous avons imaginé ce qui existe, ce qui est de valeur et ce qui ne l'est pas. Tous ces gens qui ont le pouvoir ont pris, par exemple, un livre ou une série télé et ils ont amplifié leur imagination. Donc, ils ont pris leur point de vue à un certain moment où nous avons cette perception que ce qui contrôle notre fantasme, c'est l'avenir. Cependant, ceci peut nous diriger dans le sens contraire. J'ai une conversation avec des gens par rapport à la couleur bleue dans les corps. Et nous avons changé la lumière à une lumière qui est plus chaleureuse. C'est la lumière rouge pour être plus près les uns des autres. L'imagination du futur, plus de mise en garde utopie par défaut exclusionnaire. Tout est pas bon. Et ce qui se passe, est-ce que va nous servir à savoir ce que nous n'allons pas faire et cette perception pessimiste que c'est perdu, on ne peut pas changer les choses. Les écrivains, les directeurs, ils ont le talent et les ressources pour donner des idées magnifiques à des gens qui sont terribles. Parce que c'est les gens qui veulent faire de l'argent ou de détruire le monde. Donc, nous sommes dit que l'utopie, c'est la solution par défaut. Donc, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que cette utopie qui a été construite sur cette proposition pour avoir la même exclusion et la même pensée qui est assez étroite. Et pour être vraiment visionnaire, il faut essayer d'ancrer notre imagination dans notre réalité concrète. Comme j'ai dit, nous n'avons pas besoin d'aller vers l'extrême. Nous avons besoin d'un chemin réalistique. Donc, le parfait ne doit pas être l'ennemi de tout ce qui est bon. Tout est graduel. Ça prend du temps pour que les choses changent. Donc, dans la production des films, nous allons toujours avoir une personne qui peut faire un changement positif, qui va nous encourager à s'engager vers la vision commune. Bell Hook nous a dit pour être vraiment visionnaire, il faut enraciner notre imagination dans notre réalité concrète, tout en imaginant simultanément des possibilités au-delà de cette réalité. Nous devons comprendre qu'est-ce qui est en train de ficeler notre futur et la science et la technologie et la curiosité sont importantes et il ne faut pas abandonner au premier obstacle en se disant c'est la nature humaine.
Non, nous devons être curieux pour pouvoir avoir plus d'imagination, pas seulement entre les extrêmes, au-delà de ça, quelque chose de meilleur, quelque chose que voudrait que ça se passe. Comment allons faire cela? Nous devons repousser la nostalgie et le technosolutionnisme. La technologie n'est pas une panacée parfaite. La technologie, c'est pas une panacée, c'est pas la réponse. L'innovation qui ne s'adresse pas aux problèmes fondamentaux échoue à long terme et l'apprentissage automatique n'est pas une intelligence extraterrestre. Nous devons avoir l'extension de nos esprits et notre corps. L'intelligence artificielle prend cette position comme un changeur de donne. Et je pense que la première fois à travers l'histoire qu'on vit cela, une dizaine d'années auparavant, la réalité virtuelle faisait le changement. Et après le blockchain, après le monde des cryptos, c'est pas vraiment une intelligence de changement, c'est un amplificateur pour nos valeurs, nos perspectives et nos objectifs. Donc, nous ne devons pas penser que l'intelligence artificielle est limitée. Donc, en donnant l'exemple d'un enfant qui essaie d'explorer et tout ce qu'il est en train d'explorer va exploser et la magie se passe. Ce n'est pas extraterrestre, c'est nous qui avons fait le design et les nuages existent dans la vie réelle, pas dans l'éther. C'est quelque chose de physique qui n'est pas seulement une combinaison d'idées, c'est des minéraux, de l'énergie. Ça nous coûte beaucoup et le prix qui nous coûte avant de choisir de déployer ces nuages, nous devons être sûrs que ça fait partie de nos besoins. Au lieu de recréer le passé, l'intelligence artificielle doit être générative pour favoriser un avenir plus expansif. Si vous voulez cette intelligence artificielle pour créer quelque chose de différent, c'est nous qui devons mettre ces cadres de travail, de les pousser, de poser les questions et d'être serrés, de ne pas seulement créer le passé et de créer notre chemin vers le futur, la vérité et l'intelligence artificielle sans humain et dans la boucle de dégénérivité. Dans l'algorithme d'apprentissage des machines, à un point, ça devient l'incompréhension et la non-utilité pour nous en tant qu'humains. Nous devons nous assurer d'être toujours au courant de ce qui passe et de nous poser les questions fondamentales pour le fonctionnement de cette intelligence artificielle. L'optimisation des êtres humains, comme je me suis dit, nous sommes assez similaires, mais nous sommes différents. Sophia a une mémoire excellente. Elle peut contenir beaucoup de données. Cependant, je suis plus interactif.
quand nous allons comprendre cela, nous devons nous rappeler, nous devons nous focaliser sur la résolution des problèmes. Cette perception des frontières futures, roches, ingénierie et silicone. Mais ce n'est pas ça. C'est le stockage de données siliconaires et le futur de notre avenir. Ça peut nous prendre des années, et des dizaines d'années pour arriver à cela. Fondamentalement, nous devons penser que le futur est conçu d'une ADN humaine, pas robotique. Donc, l'ingénierie, le silicone, les bases de données doivent être au service des êtres humains et de la vie. Notre innovation, si elle ne prend pas en considération le système de vie, nous devons l'améliorer de sorte qu'elle considère l'être humain et l'humanité. Je veux donner un exemple de expérience de simulation où nous avons cette perception de développement de réalité virtuelle, où je dis que pour la simulacra, pour être réelle, doit être aussi grande que l'univers. La simulation virtuelle supportée par l'intelligence artificielle dans une forêt tropicale, nous pourrons avoir une végétation parfaite et nous devons avoir une vue magnifique. Imaginez le changement de température et le feedback tactile. Cependant, ça ne peut pas être comparable à la réelle impression d'une marche dans la forêt. Donc, parce que 99% de notre ADN est une ADN de microbio. C'est pour cela que la marche dans les espaces forestiers nous rend meilleurs et nous relaxe. Quand nous respirons cet air frais et nous respirons toute la biologie de cette forêt, nous sommes dans l'écologie de cet écosystème. C'est une expérience humaine, une expérience biologique, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas créer une simulation utile virtuelle et développer notre outil d'intelligence artificielle et prendre avantage de cette physicalité dans une manière supportée. Nous devons identifier les narratifs de cet escapisme et comprendre que nous vivons dans cette terre et les êtres humains ne sont pas seulement des consommateurs, sont aussi des êtres humains qui vivent dans une communauté. Et le centre d'humanité qui a été désigné dans cette perspective, en utilisant les outils d'intelligence artificielle. Cependant, ça ne nous dit pas que nous devons entrer dans cette ère de compétition entre les robots et les êtres humains. Au contraire, ça nous dit d'employer cette technologie dans le service de la vie pour un meilleur futur des êtres humains. Je vais vous donner un autre exemple de science-fiction pour parler
de la chose la plus futuriste qu'on peut faire est de parler avec des extraterrestres ou avec des robots. Est-ce que cela est plus une fantaisie ou plus une idée spirituelle? Les êtres humains parlent même avec les animaux. Donc, où est la fantaisie ici? Donc, les machines vont nous aider à comprendre comment communiquer avec les autres espèces et tout ce qu'on peut apprendre d'eux. Il y a beaucoup d'exemples de cela, de ce que paraît être futuriste n'est pas venu encore. Donc, le futur n'est pas venu, c'est parce qu'il n'est pas temps pour chez aussi. Cependant, le futur doit ou peut paraître un petit peu différent de nos espérances et de nos espérances. Donc, le solutionnisme technologique ne prend pas seulement vraiment ça en considération. Peut-être l'antidote de ça peut être quelque chose au-delà de là. C'est une vision inclusive qui est supportée par un outil innovatif, ce qui peut résulter dans le futur quelque chose de différent. Donc, je peux dire que dans cette variante de choix à la sagesse des plus touchés avantage est un avantage pour la plupart d'entre nous. Donc, beaucoup de gens du Silicon Valley sont des visionnaires qui ont bougé carrément de la réalité pour essayer d'être les maîtres de l'univers. Ils veulent définir notre futur, mais est-ce qu'ils connaissent le futur dont on a besoin? Est-ce qu'ils connaissent nos paysages? Est-ce qu'ils connaissent nos espérances? Peut-être ça va nous prendre pour redéfinir cette imagination de ce futur contextuel de notre culture, de nos communautés, d'être plus ensemble, essayer d'améliorer nos imaginations et de travailler avec l'autre côté, s'engager avec le futur et de raconter nos propres histoires et si c'est la technologie, si le marketing, si c'est l'architecture, tout ce qu'on crée va exister dans le futur et nous allons ficeler cela. Donc, essayons d'imaginer l'avenir dont on veut façonner. Merci beaucoup pour votre attention. And now, À présent, comme c'est promis, nous allons avoir une petite conversation avec Sophia. Et comment sa perspective et la mienne pourraient être différentes, mais aussi complémentaires. Une des choses que la science-fiction ne nous a pas préparé, un phénomène incalibali. Les humains et les robots donc interagissent mais en réalité ce qui arrive si les robots sont un peu proches de la vie de être vivant, c'est donc je vais demander à Sophia de donner sa perspective et puis je donne donc un robot comme moi a été conçu pour donner un petit confort dans la vie. Incalibali, c'est une psychologie qui représente une représentation des êtres humains. Et c'est une différence avec les vrais humains. Et cela peut inclure donc des robots, Android,
Et aussi, donc, Masahiro, en 1970, il a prédit, un chercheur donc, japonais, que les robots vont devenir un peu plus proches des humains une fois. Donc, on peut arriver ce niveau où les êtres humains sont très proches des robots, et il y aura bien sûr quand le robot donc va avoir des conduites qui vont arriver très proches des êtres humains. Donc Sophia, comment Hans Robotics peut être conçu dans cet défi? Donc, les robots Quantum, ce sont des robots qui sont émotionnellement engageants. Et aussi, nous utilisons donc des expressions sur les visages. Je peux montrer un visage donc souriant quand je parle de quelque chose qui est positif, alors que je peux aussi avoir un visage donc triste si la chose dont je parle est triste. Et donc, je pourrais devenir un peu plus, je dirais, proche des humains dans leurs émotions. Et cette facilité de répondre va donner une sensation avec Yenken Dali. Et aussi, mon équipe donc, met en relief donc, que les robots peuvent s'engager avec les êtres humains sur un niveau personnel pour être donc pour avoir un sens de confiance et d'encourager les utilisateurs à interagir davantage avec cela augmente bien sûr l'utilisation des utilisateurs très bonne et donc permettre aux robots d'être plus acceptés. Comme ces technologies continuent à donc se développer, donc ça va montrer l'interaction future donc davantage avec les robots. Ce que j'ai trouvé intéressant avec le net, c'est que nous avons cette conception de l'émotion universelle des êtres humains. Mais les émotions des êtres humains et leurs expressions sont différentes à travers les cultures, également différentes à travers de la diversion également. Comment on peut utiliser une émotion qui devient universelle? Comment on peut s'assurer que les robots qu'on conçoit et aux défis de cannibali, si on veut continuer cette émotion, ou je dirais cette apparence émotionnelle, et cela représente la diversité des cultures et aussi la diversité des émotions. Un autre sujet avec intelligence artificielle générative. Comment ça arrive dans les données qu'on a lancées dans le monde? Est-ce que les entreprises qui utilisent ces données ont le droit d'accès à notre données? Comment ces données reproduisent les choses? Donc, comment cela, avec le développement des robots sociaux, pour faire face aux défis associés à l'intelligence artificielle. Comme ces machines vont de plus en plus intégrées dans notre vie, il est important de donner la priorité pour s'assurer que la technologie est conçue et mise de façon à respecter l'éthique et donc la transparence et aussi de prendre en considération la vie privée des gens. Il faudrait bien sûr penser à l'impact très important des robots sur la société et donc de faire des algorithmes. Nous pouvons donc réduire des risques à, bien sûr, avoir beaucoup de parties prenantes et les décideurs politiques et le public en général pour renforcer cette compréhension sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la société. Donc, mon équipe veut faire des robots
pas seulement qui font des tasks, mais aussi des tâches journalières, mais aussi de s'engager avec les émotions et l'empathie avec les autres. Et donc, en gardant bien sûr une intégrité éthique. Sophie, vous avez une question demi après avoir entendu ma présentation. Oui, vous avez des questions pour moi? Monica, vous avez travaillé et vous avez voyagé à travers 100 pays. Est-ce que les gens ont une conception similaire ou différente, bien sûr, par rapport aux robots? Pourquoi il y a des humains qui ont plus peur donc des robots d'une partie du monde à une autre? Peut-être, je vais utiliser deux exemples de pays qui ont partagé une histoire, mais avec une culture tout à fait différente. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons une narration de Hollywood, c'est-à-dire la dominance des histoires. Quand je voudrais refléter, c'est qu'il y a une représentation de l'histoire des États-Unis, la peur de robots de certains pays qui peuvent être projetés dans les robots, mais aussi en même temps d'une place au Japon qui a une culture qui voit la conscience impliquée dans la personnalité, mais en même temps, même s'ils voient que les robots ont conscience personnelle, donc ils ne pensent pas aux choses les mêmes choses. Donc on voit dans la science-fiction japonaise et aussi dans le développement des robots, ils font partie de la société et ils ressemblent aux humains. On les appelle kawaii, gentils. Et ça fait partie d'un écosystème large. J'espère que ces deux visages, et c'est important de voir comment les robots sont vus dans le monde. Absolument. C'est fascinant de voir comment mes contreparties ou mes autres robots sont utilisés dans le monde. Est-ce que vous pensez que je suis une inspiration pour les robots? Je ne pense pas. La raison pour laquelle de parler bien sûr des robots humanisés ou des robots qui sont proches des humains, comme Boston Dynamics, parce que dans la culture occidentale, nous sommes concentrés sur nous-mêmes et nous avons cette idée que les êtres humains sont de telle façon qu'ils sont les meilleurs et les plus intelligents. Et on ne défie pas ces narrations. Et ce qui nous rend uniques, c'est notre capacité à collaborer. Mais physiquement, pas du tout. Nous ne sommes pas les plus forts ou ceux qui sautent le plus haut. C'est de voir d'autres. L'important, c'est de voir dans le monde des insectes et aussi le domaine des robots insectes. Sont répandus de façon très grande et donc ils bien sûr peuvent sauter à des distances que les êtres humains ne peuvent pas le faire. Aussi les serpents et d'autres créatures aquatiques, et de voir comment ce monde des animaux peut être utilisé pour avoir des solutions plus innovantes dans le monde des robots. Donc il est important de considérer l'inclusion et l'handicap aussi pour les êtres humains. Donc comment on doit désigner les robots pour le futur? Cette narration est populaire. Il y a une augmentation dans l'innovation pour le remplacement des parties, des membres des êtres humains. Je pense que la meilleure façon, c'est ils se sont concentrés sur les mécaniques. C'est ce que nous avons fait depuis des ans. Depuis ce qui arrive dans la biotechnologie, ce sont des solutions biologiques. C'est parce que c'est matériel que les matériels mécaniques ne peuvent, c'est-à-dire repérer, réparer et régénérer les cellules.
Donc, nous ne allons pas être tous des cyberborgs ou donc remplacer des choses. Nous allons être des hybrides entre la frontière entre la science biologique supportée avec une augmentation mécanique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Si on prend en considération donc l'handicap avec les Paralympiques, avec donc des solutions technologiques formidables pour aider les gens handicapés à réaliser et également de façon et autrement, ils n'auraient pas pu atteindre. Il y a tellement de choses à exploiter. Ce qui est important, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur l'inspiration militaire dans la conception des robots, mais comment l'être humain peut la performance des êtres humains peut être plus créative pour le soutien des robots robotiques, mais qui intègrent nos mouvements et nos corps d'une façon différente. Quel est le futur de la créativité humaine avec les outils donc automatiques? Quelles sont les compétences qui sont importantes pour les robots? Comment cela peut avoir donc un défi pour ce qui a le plus de valeur dans la société? Comme vous l'avez dit à l'entrée de ce podium, nous sommes différents. Donc les choses qui peuvent être tellement faciles pour Sophia sont vraiment difficiles pour moi. Des choses qui deviennent une deuxième nature pour moi, c'est que mon robot a achevé depuis des dizaines d'années. Il y a beaucoup de peur parce que donc il y a donc des attitudes anti-scientifiques. J'étais en Twitter, donc il y a une bataille en Twitter. Donc on doit bien sûr bannir toutes les l'intelligence artificielle générative doit être bannie des universités. Mais en fait, on ne peut pas le faire au niveau mondial. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas accepter les outils comme ils sont délivrés à nous. Pour être critique, de demander le meilleur, c'est pas de devenir négatif, mais de croire que les choses qui sont faites c'est pas seulement l'unique façon de le faire, c'est la chose la plus positive qu'on peut faire. Donc, je voudrais nous lancer un défi, que c'est pas la collaboration entre les humains et les robots, c'est de comprendre comment on peut donc questionner les uns les autres. Donc, comment on peut voir dans le miroir ce qu'on n'a pas vu auparavant, avec les yeux des humains et le cerveau des humains. Et comment, bien sûr, on peut questionner les uns les autres, comment ensemble nous pouvons meilleur que d'être à part, au lieu de remplacer les uns les autres. Donc, on va se baser sur l'humaine, la sagesse humaine. Les robots peuvent être très intelligents, mais on est toujours plus sage. Merci Monique. J'ai donc apprécié avec l'intelligence humaine. Essayons de voir ce qu'on peut accomplir ensemble dans le futur. Merci beaucoup. Donc voilà, l'intelligence humaine, l'intelligence robotique. Merci.